Merci de regarder Gabon Première. Bienvenue dans l'entre-deux, la deuxième sortie de cette semaine. Nous sommes donc le mardi 30 janvier 2018 et au menu de ce numéro de l'entre-deux, vos rubriques habituelles. Qu'est-ce qu'on mange? Léa Virginie et le chef Michel Colorec nous feront encore frétiller les papilles. On aura également, comme à l'école, on vous a dit hier, on parlera aujourd'hui de la sécurité des enfants en automobile. Il faut penser à leur sécurité, peut-être même avant la nôtre, nous, conducteurs. Et bien sûr, le thème du débat de ce jour, selon vous, combien de temps devrait durer la période de concubinage avant le mariage? C'est donc également sur ce thème que nous allons débattre avec l'invité de ce numéro. Mais pour le moment, place à l'actu avec le Flash Actu. Bonjour et bienvenue au Flash Actu de ce jour. Et nous ouvrons par Mbadi, petite localité située à quelques kilomètres de Mouila, dans le sud du Gabon. Pour cette année scolaire, l'école affiche fermée. Pas pour cause de travaux ou faute d'enseignants, non. Ce sont plutôt les élèves qui font défaut. En clair, il n'y a pas eu d'élèves, même pas un, inscrit pour cette année à l'école publique de Mbadi. Il paraît, selon Gabon Media Time, que les 3 élèves inscrits l'année dernière sont partis pour la ville. 3 inscrits? À raison de 1 par classe ou quoi? Enfin, juste pour savoir. Bref, à chacun son commentaire. Juste à côté au Cameroun, quand des préservatifs se transforment en stupéfiants, ça donne 75 kg de drogue saisie au port de Douala en provenance de Chine. Selon la division de la police judiciaire du littoral, la drogue, essentiellement constituée d'amphétamine, était chargée dans un conteneur censé transporter des préservatifs et autres, selon le propriétaire de la cargaison. Qui sait, peut-être est-ce une nouvelle forme de contraception. On aura tout vu. En tout cas, le présumé dealer ne saurait tarder à être présenté devant le juge. Même lieu, mais plus bizarre encore. L'on annonce l'arrivée prochaine au Cameroun de poupées chinoises. Rien à voir avec les jouets pour enfants. Celle-là, c'est plutôt pour les adultes, et masculins surtout. Objets sexuels qui sont censés prendre la place de vraies femmes, pour un temps bien sûr, et limités dans les tâches à accomplir aussi. Lol. Toujours est-il que la nouvelle semble réjouir plus d'un, vu le buzz qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Et nous qui croyons avoir tout vu. Finissons par Hong Kong avec cette nouvelle aussi insolite qu'agréablement surprenante. Les tuyaux de canalisation pourraient servir d'ici peu d'appartements. Vous vous demandez comment? Eh ben, je vous explique. Le cabinet d'architectes japonais James Lowe Cybertecture a imaginé des output tube houses, un principe de mini-appartements d'appoint situés dans des tuyaux en béton ayant servi autrefois comme canalisation d'eau. Bien sûr, la solution provisoire a été trouvée pour pallier à la crise de logement que connaît la ville. Des nanos-appartements qui pourraient accueillir un maximum de 2 personnes sur seulement 2 années. Viva la technologie! On se dit à demain pour un nouveau numéro. À demain, merci pour un nouveau numéro de Flash Actu et toujours dans le sillage de l'information. Retenez que c'est ce 30 janvier, donc cela fait 70 ans que Mahatma Gandhi a été assassiné à New Delhi, c'est en Inde. Il est considéré aujourd'hui comme celui qui est donc le pionnier de la résistance à l'oppression par la désobéissance civile de masse fondée sur la non-violence. On insiste surtout sur cette expression-là, qui a contribué donc à conduire l'Inde à l'indépendance. Bien que certains le considèrent également comme un utopiste, il reste l'un des politiciens emblématiques du XXe siècle. Voilà un documentaire ou alors une version extraite de ce documentaire assez émouvante, et c'est avec cela que nous accueillons notre invitée, Madame le juge, je préfère le dire ainsi, Linda Bongo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Sur notre plateau. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes aujourd'hui substitut du procureur général et précédemment vous étiez juge à la chambre matrimoniale. Donc vous nous expliquiez tout à l'heure pourquoi on ne vous appelle pas maître. Maître, c'est ainsi qu'on désigne les notaires, les avocats, les greffiers. J'ai déjà dit avocat? Oui. Oui, donc notaire, huissier,
avocat et greffier. D'accord. Et les magistrats, on les appelle monsieur ou madame le juge. Et selon la fonction qu'on occupe, si on est au siège, c'est madame le juge. Si on a l'instruction, madame le juge d'instruction, le GI. Si on est au parquet, madame le procureur ou monsieur le procureur. Donc ici, ce midi, ce sera... Non, appelez-moi madame le juge. Madame le juge, d'accord. Plus... D'accord, vous avez été quand même ému par cet extrait de documentaire, parce qu'il faut dire que vous avez un intérêt particulier pour Mahatma Gandhi. Oui, c'est un philosophe que j'aime beaucoup. Je suis tombée une fois sur une de ses citations où il dit l'homme qui a le plus voyagé dans le monde est celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Ah ouais. Et c'est très profond parce que beaucoup de gens aiment accuser les autres de ce qui leur arrive. Mais peu de personnes prennent le temps de faire une introspection personnelle et se rendent compte que parfois les problèmes que nous avons proviennent de nous-mêmes. C'est pourquoi j'aime vraiment ce philosophe, parce qu'il est pour la paix, il est pour la vérité, il est pour l'expression de notre moi profond, en fait. C'est surtout ce qu'on retient de lui, la non-violence, en fait, c'est ce qui a marqué. La paix. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, comme on le disait déjà tantôt, on parle du concubinage. Combien de temps, ou alors union libre, si vous voulez, combien de temps, selon vous, devrait durer l'union libre avant le mariage? Et c'est de cela qu'on va parler tout au long de cette émission. Déjà, en termes juridiques, je dirais, c'est quoi le concubinage ou encore union libre? Dans le code, le concubinage est défini comme l'union libre. L'union libre, c'est quand un homme et une femme vivent ensemble comme un couple, comme étant mari et femme aux yeux de la société. C'est ça une union libre. Et est-ce que le mariage à la coutume, parce qu'on a beaucoup de personnes qui vivent ensemble et qui disent c'est mon mari, c'est ma femme, parce qu'ils ont été mariés à la coutume, est-ce que ça rentre dans ce... Oui, c'est une union libre, mais ce n'est pas... l'appellation de mari et de femme n'est pas appropriée dans ce cas de figure. C'est une union libre parce qu'ils vivent ensemble. Le droit gabonais ne reconnaît pas le mariage à la coutume comme étant un mariage. Et l'union libre, donc le concubinage, on va utiliser cette expression pour que tout le monde... Oui, oui. Voilà, le concubinage est-il reconnu par la loi? Oui, l'union libre est reconnue à partir de l'article 77 du Code civil, première partie, jusqu'à l'article 388. Il y a des dispositions qui régissent l'union libre. Lesquelles notamment? Bon, le 377 définit l'union libre. D'accord. Le 378, si je me souviens bien, on donne la preuve, et 379 donne les effets. D'accord. Et quels sont ces effets? Est-ce que c'est... Ils sont minimes. Les effets ne comptent qu'à partir de 2 années consécutives où vous vivez ensemble. Et ce ne sont que les effets de droit d'assistance en cas de maladie. Et pas n'importe quelle maladie. Si vous êtes tombé malade en dehors de votre propre foi, c'est-à-dire si vous n'avez pas mené une vie déshonorante, si ce n'est pas à cause de l'alcool, des stupéfiants, vous êtes malade, vous avez un droit d'assistance. Alors, on a quelques téléspectateurs qui ont réagi via la page Facebook déjà avant même l'émission. Noëlla qui nous dit « C'est une question difficile dans la mesure où le concubinage serait la période qui permet aux protagonistes de s'étudier, de s'accepter et de partager leur vision, sauf que chacune des parties peut bien cacher ses défauts et tares durant cette période et les ressortir lorsque l'alliance sera passée sur l'annulaire. Pour moi, situer une période telle une recette miracle pour la réussite de son mariage, c'est assez chaud. » Je suis d'accord avec elle, mais je pense qu'effectivement, il y a un minimum de temps d'observation qui doit être de 2 ans ou 3 ans maximum. Passer ce délai, si vous ne vous mariez pas, ce n'est pas la peine. Parce que si vous restez longtemps en couple, vous allez commencer à investir. Justement. Et vous allez commencer à faire des enfants. Et après, quand l'amour s'achève, quand la séparation intervient ou le décès de l'une des parties, là maintenant c'est compliqué. Et c'est là où on crie à la loi est injuste, la loi est injuste. Mais il faut faire attention avant de s'engager financièrement, maternellement, avec quelqu'un qui ne peut pas vous épouser au bout de 3 ans ou 4 ans de vie commune. Qu'est-ce qu'il faut étudier au bout de 3 ou 4 ans? Je pense qu'on peut dissimuler ses défauts pendant une période, mais pas pendant 3 ou 4 ans. Quand vous vivez sous le même toit, vous vous levez tous les matins ensemble, vous dormez tous les soirs ensemble. C'est quand même difficile, hein, à part si vraiment vous avez affaire à quelqu'un qui a une vengeance préméditée dans la tête, en fait. Je ne pense pas qu'on puisse dissimuler ça, les grands traits. Peut-être pas toutes, on peut pas montrer toute sa personnalité, mais les grands traits de sa personnalité en 3-4 ans, je ne pense pas qu'on puisse. Est-ce qu'il y aurait un concubinage idéal, c'est-à-dire la meilleure façon de vivre le concubinage, ou alors le meilleur temps, je ne sais pas, est-ce que pour vous, il y a une union libre idéale? Non. Non. Bon, moi je me suis convertie
Donc pour moi, le concubinage, ce n'est même pas possible. Parce que moi, dans mon esprit, le concubinage, c'est une perte de temps. C'est une excuse pour les hommes d'avoir une épouse à la maison sans avoir à l'épouser. Parce que vous allez vivre avec un homme, vous allez laver son linge, vous allez lui faire à manger, pardon, vous allez vous occuper de ses enfants, vous allez porter ses peines, ses joies. Et au final, il peut rompre à tout moment. La loi, à aucun moment, ne va l'obliger à vous épouser. C'est-à-dire que vous aurez perdu 4 ou 5 ans, vous aurez donné des privilèges d'époux à quelqu'un qui n'a même pas eu le courage de vous épouser. Et c'est la même chose pour les hommes. Vous allez vous occuper d'une femme, payer ses études, élever ses enfants, faire tout, l'éduquer, la canaliser pour qu'elle devienne une parfaite femme au foyer. Peut-être vous l'avez trouvée, c'était une jeune fille debout. Vous l'avez éduquée pour qu'elle devienne une femme posée. Et une fois qu'elle a eu tout ça, là, et son diplôme, elle tombe amoureuse de son patron et elle vous quitte. Justement, j'allais vous demander, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est plus désavantageux pour la femme que pour l'homme. Non, dans les deux sens, c'est désavantageux. Parce que il y a les hommes aussi qui s'investissent. Moi, j'ai déjà reçu des hommes, quand j'étais à l'époque dans la chambre matrimoniale, qui avaient payé des études. C'est-à-dire que depuis la terminale jusqu'à l'université, jusqu'à l'obtention du diplôme, qui se sont même battus pour que la femme travaille. Dès qu'elle a son salaire, ah non, Elle oublie. elle a rencontré quelqu'un d'autre sur son lieu de travail. Non, c'est fini. Et les parents sont avec elle. D'accord. Et donc, le monsieur a tout perdu. Vous avez parlé tout à l'heure de décès, par exemple. On va prendre les deux cas de figure, décès et séparation. D'abord, le décès. Quelles sont les conséquences? Est-ce que, bon, vu déjà que vous dites que la concubine ne peut pas se considérer comme femme, quels pourraient être les effets du décès d'un partenaire sur l'autre? Le décès d'un des partenaires comment dire, va jouer, l'importance du décès va jouer, par exemple, lors de la séparation, enfin, de la gestion des biens, excusez-moi, la gestion des biens, c'est-à-dire, si pendant que vous viviez ensemble en concubinage, il y a eu une donation, ça peut arriver. Il y a des hommes qui donnent des terrains à leurs femmes quand ils ont eu des enfants. Lors du décès, qu'est-ce qui va se passer? Si la donation a été faite de manière verbale, elle n'est pas valable. Les parents du défunt ou de la défunte ont le droit de récupérer le dit terrain. Si vous êtes entre concubins et concubines et que l'un de vous veut céder un bien à l'autre, il faut le faire devant notaire. Il faut aller devant un notaire pour faire une donation en vif. C'est-à-dire, moi, je m'appelle tant, je décide de donner ce terrain à ma concubine parce que. Là, c'est valable en cas de décès. Elle pourra, ou il ou elle pourra brandir cet acte de notarié. Beaucoup de gens vont chez les huissiers. C'est terrible. Il faut aller chez un notaire. C'est comme si vous allez chez un dentiste, au lieu d'avoir besoin d'un gynécologue, vous allez chez un dentiste. Les notaires sont vraiment habilités lors des transferts de biens, de testaments. C'est très important d'aller chez un notaire quand on est concubin, lorsqu'on veut céder des biens entre nous. Parce que quelle est la limite de l'huissier dans ce cas-là, par exemple? L'huissier, à mon sens, selon la doctrine, ne peut que constater l'union libre. Parce qu'il y a des hommes, constater l'union libre peut intervenir lors de la reconnaissance d'un enfant, par exemple sur la base de l'article 481. Parce qu'il y a des hommes qui vont en concubinage avec une femme, la femme tombe enceinte, non, ce n'est pas mon enfant, tu m'as trompé. On était ensemble, on vivait 24 heures sur 24, je t'ai trompé, non, tu m'as trompé, ce n'est pas mon enfant. Donc, dans ce cas, ça ne s'applique pas comme au mariage, c'est-à-dire que le mariage, une fois que vous êtes marié légalement, tous les enfants nés sont légitimes. Mais en union libre, il faut que le père aille reconnaître son enfant. Donc, s'il ne le fait pas, l'huissier peut intervenir pour dire que non, ces deux personnes vivent ensemble comme mari et femme dans une maison en union libre. Les voisins en attestent. Et là, sur la base de ce procès verbal, de ce constat d'huissier, vous pouvez, sur la base de l'article 481, solliciter une pension alimentaire. C'est tout. Ou sur l'article 383 aussi du Code civil, si je me souviens bien, ma mémoire est bonne. Laissez-moi lire. Oui, bien sûr. Il y a un dicton qui dit que l'homme n'est rien sans son bord, donc vous avez le droit parfaitement L'homme ou la femme qui, au cours de l'union libre, a travaillé pour l'autre sans être rémunéré, peut, en cas de cessation de l'union, demander au tribunal de condamner son ex-concubin à lui payer une indemnité destinée à récompenser les services ainsi rendus. Cette indemnité ne peut être accordée lorsque le travail fourni a consisté seulement à entretenir le ménage commun. Ça veut dire que parfois, quand vous êtes en concubinage, j'ai déjà vu ce genre de cas de figure, le monsieur, par exemple, a un cabinet, il peut engager sa concubine comme secrétaire.
D'accord. Lors de il va la payer avec la popote. Il va estimer qu'elle ne mérite pas un salaire parce que bon, elle est en train de l'aider pour que l'entreprise soit florissante. Et évidemment, une fois que l'entreprise est florissante, ciao Bella. Là, dans ce cas, avec la base de l'article 383 et un constat d'huissier qui pourra attester qu'effectivement ils étaient en union libre, elle peut réclamer des indemnités de salaire si cela ne comprend pas uniquement le travail, le ménage à la maison. D'accord. Et donc, pour parler du deuxième cas de figure, la séparation. La séparation, vous n'avez droit à rien. Vous n'avez droit à rien du tout. Vous ne pouvez pas vous plaindre, vous ne pouvez pas... Aucune loi ne peut imposer à quelqu'un de vous épouser. Si l'union libre se rompt à tout moment. À tout moment. Sans avoir besoin de passer devant une autorité. Non, pas du tout. Il suffit juste de prendre ses bagages et s'en aller. Ou il peut vous mettre à la porte. C'est une union libre. C'est libre. Et s'il y a des enfants? S'il y a des enfants, si le monsieur a reconnu les enfants, vous pouvez solliciter une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des 10 enfants. Et en cas de décès du monsieur ou de la femme, les enfants légitimement reconnus pourront prétendre à la succession du défunt. D'accord. On a Anderson qui nous écrit depuis plein ciel. Je voudrais savoir si l'union libre et le mariage coutumier ont un lien et à quel moment elle est protectrice, cette union libre. Je pense que vous avez répondu à la question. Aucun lien. Donc, même étant... Au bout de 2 ans d'années consécutives, ou en tout cas la seule obligation qu'ont les époux entre eux, c'est l'assistance en cas de maladie. Vraiment, hein, l'assistance en cas de maladie, c'est uniquement ça. Qu'est-ce que le code dit? Qu'est-ce que le droit dispose? L'article 380 dispose que toutes les personnes engagées dans une union libre se doivent, si celle-ci a duré plus de 2 ans, assistance mutuelle en cas de maladie, non contractée par l'ivresse, l'usage des stupéfiants ou l'inconduite notoire du conjoint malade. Cette assistance ne peut être réclamée si l'union a cessé avant le début de la maladie de l'homme ou de la femme. C'est la seule obligation, l'assistance en cas de maladie. C'est la seule assistance. C'est-à-dire que même si vous avez perdu votre temps, vous avez contracté un crédit pour aider votre concubin, vous vous retrouvez seul à payer le dit crédit. Vice-versa pour l'homme ou la femme. Aucun droit, aucune obligation, aucun devoir. Et vous parliez tout à l'heure, dans le cas de la séparation, vous disiez qu'il peut par exemple vous mettre dehors ou il est libre de partir. Est-ce que dans ce cas, il y a quelqu'un qui a droit automatiquement à la garde des enfants? Parce que la femme, bien sûr, elle peut vouloir garder ses enfants. S'ils ont été reconnus par l'homme, est-ce que dans ce cas, comment gérer cela? Ça dépend de l'âge des enfants. Si les enfants ont plus de 5 ans, bon, généralement c'est la femme gabonaise, la mère qui garde les enfants. Mais le père peut solliciter la garde de ses enfants si ses enfants ont plus de 5 ans. Pour ne pas avoir à payer une pension alimentaire, si les enfants ont plus de 5 ans, parce que le législateur a estimé que au-delà de 5 ans, un enfant peut être séparé de sa mère. Mais moins de 5 ans, l'enfant doit vivre avec sa mère. Automatiquement. Et dans ce cas-là, quelles sont les procédures à suivre? C'est-à-dire au cas où le papa refuse de laisser les enfants en dessous de 5 ans à la maman, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il n'a pas le droit de les garder s'ils ont en dessous de 5 ans. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens qui Oui, mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Elle peut porter plainte. Elle peut porter plainte. Elle saisit le tribunal où elle est... Se basant uniquement sur les actes de naissance des enfants. Il n'y a pas autre chose. Elle ne peut pas dire mais c'est si mon à mari. l'article 502... Non, ce n'est pas son mari. Ce n'est pas son mari. C'est son concubin. C'est 2 notions totalement distinctes qui sont à des années-lumière l'une de l'autre. Et si les enfants ont au-delà de 5 ans, sur quels arguments le papa peut se baser? Ou bien quels sont les critères? L'article 502, pour solliciter une garde juridique, il estime que non. Généralement, quand on sollicite la garde juridique, moi, magistrat à l'époque, j'aimais bien qu'on me fournisse les photos du domicile. D'accord. C'est-à-dire, les enfants ont un espace où jouer. Les enfants ont un espace où dormir, un espace où étudier. Parce que je me souviens qu'un monsieur sollicitait la garde de ses enfants parce que la mère vivait avec sa grande sœur qui avait de nombreux enfants. Donc les enfants dormaient peut-être à 8 dans une chambre. Et les enfants avaient... leur note à l'école avait baissé. Le magistrat a le droit de regarder tout ça. Donc quand vous faites une demande de garde juridique, il faut préciser que vous avez un cadre idéal pour élever vos enfants. Peut-être pas aussi idéal au point que chacun ait sa chambre, mais au moins qu'ils aient une chambre où dormir, qu'ils ne soient pas serrés comme des sardines, qu'ils puissent étudier, qu'ils puissent paisiblement s'épanouir. Et le fait d'être peut-être en couple, après le bien sûr, et d'être salarié aussi.
Ça joue. Alors, on a Narcisse Awansou qui nous écrit Bonjour, ça fait plus de 20 ans que je vis avec mon amoureuse sans être mariée. Nous avons un grand garçon avec des hauts et des bas comme tout le monde. Nous avons déjà assisté à des dizaines de mariages qui n'existent plus. Beaucoup de personnes se marient par mimétisme. J'ai beaucoup de respect pour le mariage, mais ce n'est pas pour moi. Bonne émission. Qu'est-ce que vous en dites, 20 ans? Je peux parler franchement? Oui, allez-y, je vous en prie. Monsieur Narcisse est méchant. Il est très méchant. D'accord. J'espère, en tout cas, il nous regarde. Oui, c'est... Le mariage, là je vais parler comme une femme. Le mariage, une femme n'a que 3 moments de sa vie où elle peut, comme on dit, régner. Le jour de sa naissance, quand elle met au monde et quand elle se marie. Et on peut même dire un 4e moment quand elle décède, quand elle meurt. Donc le mariage est important pour une femme, c'est un sacrement. C'est une manière d'honorer sa femme, de dire, après toutes ces années où tu m'as porté, où tu as fait de mes joies, de mes peines les tiennes, je t'honore devant ta famille, devant les hommes et devant la société et devant Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est honorer sa femme, c'est lui dire, je m'engage avec toi pour la vie et je symbolise notre alliance officiellement. Et c'est aussi la protéger. Et c'est protéger aussi les enfants que vous avez eus. Parce que pour l'instant, tant qu'il est en vie, ça se passe bien. Mais qu'est-ce qui va se passer quand il va mourir? Est-ce qu'il est sûr que sa femme sera bien traitée par sa famille? Est-ce qu'il est sûr que ses parents traiteront bien ses enfants? Combien de fois nous avons vu des parents venir mettre dehors veuves et enfants qui vivent dans la rue et qui n'ont plus rien à manger parce que justement le monsieur n'a pas pensé à protéger sa famille? Moi, je trouve ça scandaleux. Excusez-moi, je vais me trouver virulente, mais je trouve ça scandaleux de garder une femme pendant 20 ans et ne même pas l'honorer par un mariage civil. Alors, il y a une pensée coutumière, hein, ou si vous voulez, une pensée de masse qui dirait qu'après un certain nombre d'années, notamment 10 ans, le concubinage ou l'union libre serait peut-être reconnu quelque part par la loi et la femme pourrait se réclamer certains droits en cas peut-être de décès du mari. Est-ce que c'est vérifié, non? Ça, c'est une légende urbaine, ça. Rien. De l'article 377, je vous envoie le lire, hein, 377 à 388, à aucun moment le législateur ne dit qu'après tant d'années de concubinage, vous pouvez solliciter quelque chose. Non. Je vais même plus loin. Comme vous allez même dans le cas des fiançailles, on va jusqu'à dire que l'article 202 du Code civil dispose « Aucune action ne peut être accordée pour contraindre au mariage la fiancée ou le fiancé qui s'y refuse. » C'est-à-dire que vous pouvez faire 20 ans, 30 ans. Il n'y a aucune juridiction, aucune loi, aucun tribunal qui va contraindre votre conjoint ou votre conjointe à vous épouser. D'accord. On a Edgar Mwanza qui nous dit si la mère est irresponsable, une femme débarque et les enfants ont 3 ans, est-ce que je peux les récupérer en tant que père? Oui, tout à fait, en prouvant les responsabilités de la femme. C'est-à-dire en la prenant en photo quand elle est ivre, morte dans un bar à des heures. Il faut des preuves en fait. Oui, il faut un huissier. D'accord. C'est là où l'huissier intervient. Ok. Pour constater que la femme est irresponsable, qu'à des heures, à 1 heure du matin, elle n'est pas à la maison, les enfants sont livrés à eux-mêmes, ils ne mangent pas, ils ne sont pas douchés. Je me rappelle d'un cas où on avait trouvé un bébé de 6 mois qui avait une couche de 2 jours. La mère était mariée à la Beaufort. D'accord. Elle avait laissé un enfant de 6 mois avec une enfant de 10 ans. Et les deux étaient livrés à eux-mêmes. Sa fille aurait pu être violée par un voisin. Le père a été vigilant, il a fait constater ça. Et automatiquement, moi, j'ai accordé la garde juridique au père. D'accord. Mais bien sûr, il faut préciser qu'il faut toujours passer par une procédure judiciaire. Il faut toujours Il ne faut pas se juger soi-même et aller non, il ne faut pas aller autosaisir les enfants. Non, ce n'est pas légal. Je me prénomme Shadrach, présentement à Koulamoutou. C'est un téléspectateur. Juste savoir si nous sommes fiancés, peut-on appeler cela union libre? Première question. Et est-ce que c'est reconnu par la loi, donc les fiançailles? Oui, les fiançailles sont reconnues par la loi. Mais toujours pas d'implication, pas d'effet, c'est juste... Les effets sont dus lorsqu'il y a réclamation, lors de la rupture des fiançailles. D'accord. Peu importe qui demande la rupture des fiançailles. C'est-à-dire que si, par exemple, pour la cérémonie des fiançailles, l'une des personnes s'est endettée et finalement les fiançailles n'ont pas eu lieu, pas de son fait, mais du fait de l'autre fiancé ou fiancé,
la personne peut solliciter le remboursement. Ou si des cadeaux, des numéraires ont été faits, la personne peut solliciter les remboursements des dits cadeaux, des dites sommes. Mais à part ça, c'est le seul effet. Il n'y a pas un dédommagement, voilà, c'est juste un remboursement de ce qu'on a Oui, mais c'est ça un versé. dédommagement. D'accord, mais en même temps, il faut toujours une preuve. Toujours. C'est ce que je retiens avec... il faut toujours des preuves. Toujours. Sinon, c'est trop facile. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il faut toujours, celui qui pour le succès d'une prétention, il faut toujours apporter une preuve. L'article 16 du Code de procédure civile. C'est-à-dire qu'il faut toujours apporter une preuve qui soutient votre prétention. Sinon, on va vous renvoyer à mieux vous pourvoir, en fait. Bien sûr. On va revenir tout à l'heure. Hein. Il y a beaucoup de pans qu'on n'a pas encore abordés, notamment les investissements. On a survolé la question. Les enfants issus du concubinage, peut-être avant d'un mariage précédent ou d'un mariage qui va suivre. Également, est-ce qu'on parle d'enfants adultérins? Il y a également cet acte ou ce certificat de concubinage que certains... si, vous nous en parlerez tout à l'heure. Juste pour nous, le moment de faire une pause et d'aller en cuisine retrouver Léa Virginie et le chef Michel Colorec. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Léa? Bonjour. Bonjour Blanche, bonjour à tous. Cet après-midi, je suis avec un professionnel de la cuisine. Vous le connaissez déjà, il s'agit du chef Michel Colorec de l'École supérieure de cuisine, La Taupe Noire. Il va nous partager une recette, ses astuces, mais également son savoir-faire. Bonjour chef Michel. Bonjour Léa Virginie. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Je vais très bien, merci. Alors chef Michel, quel patrimoine culinaire gabonais allez-vous sublimer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons revisiter un plat gabonais. À l'origine, on le connaît sous le nom de oseille à la sardine. Alors aujourd'hui, nous allons lui apporter une touche de modernité et avec quelques petites modifications pour essayer de le sublimer. Très bien, alors je vous laisse continuer à travailler, chef Michel, et on se dit à tout de suite pour la dégustation. Alors, aujourd'hui, pour revisiter notre recette, nous allons utiliser les produits que voilà. Nous allons prendre un poisson qui est connu ici sous le nom de disque, de l'oseille. Je vais utiliser une poudre de sardine fumée, de l'ail, de l'oignon et de la tomate, ainsi que les ingrédients habituels, sel, huile et poivre. Pour débuter, nous allons commencer par lever le filet de notre poisson. Maintenant que notre poisson a été levé, notre filet a été levé, nous allons faire cuire notre oseille. Alors, je vais utiliser de l'eau préalablement chauffée dans laquelle je trempe l'oseille. Je le passe à l'eau, c'est pour enlever l'excès d'acidité. Juste 1 minute et vous pouvez retirer la marmite du feu. Alors, une fois que l'oseille a été refroidi, on va le passer au hachoir. Nous allons prendre notre oseille, le réserver. Un peu d'huile. Nous allons faire suer nos oignons. Pendant que nos oignons sont en train de cuire, on va mettre une autre poêle sur le feu. Nous allons prendre notre poisson que nous allons saler.
et poivré. Ensuite, nous allons ajouter une fine couche de poudre de sardine fumée. Nous allons l'appliquer un peu comme une chapelure, une fine chapelure. Et maintenant, nous allons prendre nos filets. Nos oignons sont dorés. Nous allons ajouter notre ail. Nous allons maintenant ajouter notre oseille, que nous allons également saler et poivrer. On va y rajouter un petit peu de persil pour rehausser le goût. Nous allons y ajouter un peu d'eau. Juste assez pour que l'oseille ne soit pas trop sec. Notre poisson est prêt. On le retire du feu. Alors maintenant, nous allons éplucher nos tarots. Maintenant, nous allons couper nos tomates. Voilà. Maintenant, nous allons rajouter nos tomates. Et maintenant, nous allons attaquer notre dressage. Et voilà. Maintenant, notre tarot. Un petit peu de persil. Et les ingrédients, ce sont des ingrédients typiquement gabonais? Typiquement gabonais. Nous avons du poisson qui a été pêché plutôt dans l'estuaire, du taro qui revient tout droit de Moabi, et les tomates et le persil reviennent de chez nos maraîchers. Donc c'est un grand classique gabonais, revisité, sublimé avec des ingrédients gabonais. Avec des ingrédients frais et gabonais. Merci Chef Michel pour ce partage de connaissances. Je vous en prie. C'est tout pour aujourd'hui. Blanche Bitka, chers téléspectateurs, on se dit à demain pour une nouvelle recette avec le chef Michel Colorec. Nous, on continue la dégustation. On continue la dégustation. À bientôt. Bon appétit chez vous. À demain Léa, j'espère qu'aujourd'hui le plat il arrivera ici à destination parce que hier vous m'avez promis une part, mais bon, je n'en dis pas plus. Le thème du débat de ce jour dans l'entre-deux, bien sûr, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sûr Gabon Première et c'est votre quotidienne, l'entre-deux qui se poursuit. On parlait du concubinage. Combien de temps, selon vous, devrait durer la période d'observation, le concubinage, avant le mariage? Ikapi Nganga nous dit la durée du concubinage n'est pas délimitée avant le mariage. Ça dépend des concubins et de la manière dont les deux organisent leur vie. Dès lors qu'on est dans l'amour et en harmonie, c'est le plus important. La célébration, ce sera juste pour rendre officielle la relation auprès de la famille et du public. C'est une opinion. On a également Mary qui nous écrit du côté de Libreville. J'aimerais savoir une chose. J'ai eu un enfant avec un jeune homme qui n'a jamais pu prendre en charge son fils à la place. C'est le grand-père qui le fait. Je veux savoir si malgré que ce soit le grand-père, l'enfant a droit à une relation alimentaire chaque fin de mois. Peut-être Bien sûr. Et si le père a reconnu formellement l'enfant,
elle a le droit de solliciter une pension alimentaire. Et même sous la base même de la contribution que le grand-père fait, elle peut solliciter une pension alimentaire. Parce que ça veut dire que le grand-père reconnaît que son enfant est son petit-fils. Mais c'est toujours mieux que ce soit le père de l'enfant qui contribue. Et donc là, la procédure s'adressera au père de l'enfant ou au grand-père? Non, elle s'adresse au père de son enfant. Au père de l'enfant. Elle adresse une requête au président du tribunal de première instance de son lieu de résidence. C'est la Port-Gentil à Port-Gentil, c'est la Libreville à Libreville. Et elle explique, elle sollicite une pension alimentaire et elle joint l'acte de naissance de l'enfant, où son nom figure, son nom de mère, et le nom du prétendu père, s'il a reconnu formellement l'enfant. Bien sûr. Alors, c'est vrai que là, les questions vont un peu... dans tous les sens. Voilà, les questions sortent un peu du thème. On rappelle qu'aujourd'hui, on parle du concubinage et votre avis sur la durée qu'il devrait donc mettre, ce concubinage-là, avant le mariage. Kevin nous dit depuis Mouila, est-ce qu'après l'union libre, il y a un montant fixe pour la pension par mois pour l'enfant? Ça dépend du salaire du père et ça dépend du train de vie que l'enfant avait. D'accord. Ça veut dire que le législateur estime que quand un enfant vivait avec son père, enfin, avait ses habitudes avec son père, la séparation de ses parents ne doit pas pénaliser l'enfant. C'est-à-dire que si vous avez habitué votre enfant à manger des frites, des yaourts Danone, des couches Pampers, il doit pouvoir continuer à avoir ce train de vie. Si le monsieur a un salaire, je donne des exemples, hein, pas précis mais approximatifs. Si le monsieur, par exemple, a un salaire de 300 000, on peut le condamner à payer 50 000. Parce que le juge, le magistrat va quand même tenir compte de ses charges personnelles à lui. Il doit peut-être payer un loyer, il a peut-être un crédit qui rembourse. C'est une contribution, ce n'est pas une prise en charge, je tiens à préciser. La pension alimentaire que le père verse pour son enfant, c'est une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Ce n'est pas « je prends en charge l'éducation et l'entretien de l'enfant ». Le législateur est clair, c'est une contribution. Donc il contribue à la hauteur de ses moyens. C'est pourquoi on demande souvent au père de fournir un bulletin de salaire et un état des factures qu'ils ont par mois. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est peut-être un peu injuste pour la mère si elle ne travaille pas ou alors elle doit automatiquement prendre une part, puisque vous parlez de contribution, à hauteur de combien le père contribue, à quel pourcentage? Il n'y a pas de pourcentage préétabli. Comme je vous ai dit, c'est au cas par cas. C'est selon le salaire du monsieur, le train de vie qu'avait l'enfant. Il nous est déjà arrivé d'avoir un monsieur qui gagnait 1 million, la jeune femme était étudiante, l'enfant était habitué à avoir une nounou, l'enfant était habitué à être dans une école privée. Le père a versé une pension de, je pense, de 200 000 qui couvrait toutes les charges de l'enfant parce qu'il savait que ça dépend de votre partenaire. Il y a des partenaires qui vont dire « Ah non, moi je ne peux pas, j'ai déjà tel crédit en cours, j'ai aussi d'autres enfants. » Parfois même le père est même marié. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? On ne va pas ruiner le père pour vous s'occuper de l'enfant de la mère. Et un conseil, vous allez peut-être me détester, mais on ne fait pas les enfants qu'on ne travaille pas. C'est mieux de travailler. Quand on n'est pas en mesure d'élever son enfant, mieux vaut ne pas en faire. Parce que si vous faites un enfant avec quelqu'un qui gagne 150 000, vous allez avoir peut-être une pension de 30 000. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est pourquoi on se retrouve avec des enfants qui traînent dans la rue, qui n'ont rien à manger, parce que les parents vivent dans une précarité déjà présente. Et la jeune fille étudiante, elle va faire l'enfant avec un monsieur qui gagne 150 000. Lui-même, il loue sa chambre américaine à 70 000. Le compteur est d'âne. Il faut aussi qu'il se nourrisse, il faut aussi qu'il mange. Nous, magistrats, nous ne sommes pas là pour asphyxier, pour tuer. On est là pour équilibrer. Pour que chacun contribue. D'accord, c'est vrai que ça fera peut-être l'objet d'un autre débat. Bonjour, que faire lorsque la concubine vous quitte et vous laisse avec un enfant de 6 mois entre les mains et réapparaît lorsque l'enfant a 3 ans et pour en réclamer la garde? Waouh, il faut faire intervenir un huissier qui va faire témoigner les voisins, les parents, qui pourront attester que cette femme a abandonné son enfant à 6 mois. S'il a aussi des photos qui prouvent que il a élevé cet enfant tout seul, les factures. C'est-à-dire que tout se prouve, tous les moyens sont bons pour prouver que cette femme a abandonné son enfant et qu'elle n'est pas en mesure de solliciter la garde juridique de son enfant. Mais j'espère pour lui que la femme, en revenant, ne vient pas avec des arguments aussi, comme on dit au quartier, en béton.
C'est-à-dire que oui, je traversais une période, j'étais instable, maintenant je vais mieux, je travaille, j'ai une maison qui est beaucoup plus grande que la sienne, je peux m'occuper de mon enfant. Et là maintenant, ce sera au juge, D'accord. dans son intimité personnelle, dans son intime conviction. Et parfois maintenant, avec le code UNICEF, mais moi j'ai quitté le tribunal de première instance avant l'établissement de ce code. Il arrive maintenant qu'on demande à l'enfant où il veut C'est aller. vrai. Mais à cet âge-là, non. C'est pense- après Je 5 ans, pense que moi, c'est comme après vous le 5 disiez ans tout à l'heure. que l'on demande à l'enfant s'il va aller vivre avec son père ou avec sa mère. Je pense. D'accord. Puis, je suis Steven, j'ai un enfant avec une femme, elle n'a pas de situation stable. Est-ce que je peux récupérer l'enfant après 8 ans de concubinage? Je ne comprends Ils, pas. ils ont, Il vit toujours avec elle. non, ils se sont séparés, mais ils ont fait 8 ans de concubinage et justement l'enfant est avec elle aujourd'hui, mais elle n'a pas de situation stable. Il veut savoir s'il peut récupérer l'enfant. Je pense que ça revient à ce que vous disiez Quel tout à âge a l'heure. l'enfant? Voilà, c'est À peut-être- partir de 5 ans, un père peut réclamer la garde juridique de son enfant. Mhm. Et ainsi, beaucoup d'hommes le font pour éviter de payer la pension alimentaire, justement. D'accord, pour récupérer l'enfant. Mais la mère peut s'y opposer. Elle peut prouver également que l'enfant ne sera pas forcément... Oui, surtout si le monsieur a refait ça avec une femme avec qui elle ne s'entend pas. Ce n'est pas facile de laisser son enfant être élevé par une autre femme avec qui vous êtes en intimité, enfin, vous êtes en litige. Elle Mais peut- comment vous prouvez ça? Comment Les SMS, D'accord. les discussions, les témoignages. Mais même si vous refusez que votre enfant aille vivre chez son père, parfois, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je ne vois pas dans la pratique. Dans la pratique, qu'est-ce qui se passe quand, généralement, il y a des pères consciencieux qui veulent s'occuper eux-mêmes de leur enfant parce qu'ils estiment que la mère n'en est pas capable. Mais il y en a d'autres qui veulent se défiler de la pension alimentaire. Ah bon, pour que je ne donne pas mon argent, donne-moi mon enfant, moi je vais m'occuper de lui. Ouais, viens à la maison, moi je vais m'occuper de lui. La femme peut prouver que non, là-bas, il a déjà 8 gosses. Il ne rentre jamais, c'est quelqu'un qui passe son temps à découcher, il fait 3 jours, 4 jours dehors. Il ne sera jamais à la maison, il ne sera pas là pour faire les devoirs de l'enfant, il ne sera pas là pour suivre les enfants. Il n'a même pas de femme à la maison pour faire à manger aux enfants. Ce sont ses petites sœurs qui viennent lui faire à manger. Ça existe, vous êtes déjà retrouvé devant des cas comme ça. Donc, il faut toujours prouver votre affirmation. Il est capable ou il n'est pas capable, vous le prouvez. Vous ne venez pas juste le déclarer ou juste l'écrire. Il faut apporter des preuves qui attestent de votre prétention. D'accord. Bonjour, c'est Marie-Noël. Je veux savoir, je suis mariée à la coutume. En cas de décès de mon épouse, de mon époux, est-ce que mes enfants et moi sommes protégés? Non. On reparle du mariage à la coutume, aucune... Juste ses enfants. Si le père les a reconnus, évidemment, les enfants sont reconnus légitimement, ils ont un droit sur la succession de leur père. Alors, on revient donc à cette question du concubinage. On parlait tout à l'heure d'un certificat de concubinage. On en entend beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il a quelques effets ou est-ce qu'il donne droit à quelque chose? Non, dans ma pratique de magistrat, le certificat de concubinage n'a simplement servi, dans les cas dont je vous ai parlé précédemment, à tester la paternité d'un monsieur ou de moins des dommages et intérêts. Prouver que dans cette période-là, nous étions en union libre. Sinon, ce certificat n'apporte aucun droit, aucun devoir, aucune Mais par qui obligation. est-ce qu'il est établi et À la après combien mairie. de temps? Est-ce que après un mois ou un an de Là, concubinage? par contre, je ne sais pas. Bon. C'est à la mairie. Il faut demander à un officier d'état civil. Mhm. Mais au tribunal, je n'en ai même jamais vu. Hein. D'accord. On ne demande même pas ce genre de documents. À part, comme je vous ai dit, dans les cas que je vous ai cités. Et donc, pour revenir aux enfants, si l'on comprend bien, des enfants issus d'un concubinage, ils n'ont aucun droit sur les biens du papa ou de Non, la non, maman non, s'ils non. sont décédés? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Les enfants qui ne sont pas reconnus. Ok. C'est-à-dire, ils peuvent être nés dans le concubinage, mais si le père est allé à la mairie, il a reconnu légitimement ses enfants comme étant les siens. Mieux, il a même coché la mention 5 de l'acte de naissance où on dit, parce que la mention 5 dit reconnaît formellement que c'est mon enfant. Les enfants deviennent légitimes, les enfants ont le même droit que les enfants qui vont être issus d'un mariage ultérieur. Si les enfants sont reconnus par leur père, ils ont des droits sur le patrimoine de leur père. Mais la femme qui a vécu en concubinage n'a aucun droit sur le patrimoine de son concubin en cas de décès. À part, comme je vous ai dit précédemment, s'il y a eu des donations du vivant, mais des donations devant notaire, c'est-à-dire des donations vraiment quadrillées par la loi. Est-ce qu'on parle d'enfants adultérins dans le cas d'une union libre, d'un concubinage? Non, pas du tout. On parle d'enfants adultérins quand le monsieur ou la femme
bon, la femme, c'est encore un autre débat. Parce qu'une femme, quand elle a un enfant dans le mariage, systématiquement, le mari est le père. Peu importe qui fut le vrai père. Voilà. On estime que si l'enfant est né dans le mariage, le père, c'est le mari. Dans le cas du mari qui a une femme et qui fait un enfant à l'extérieur du mariage, c'est là où on appelle cet enfant un enfant adultérin. Mais s'il reconnaît cet enfant formellement à la mairie, cet enfant adultérin a les mêmes droits sur son patrimoine que les enfants légitimes issus de son union. La seule possibilité qu'aura l'épouse légitime, c'est s'opposer à ce que l'enfant adultérin vienne vivre dans le domicile conjugal. Et elle pourra se servir de cette naissance adultérine pour solliciter le divorce pour adultère. C'est tout. Mais ça, c'est dans le cas, bien sûr, où ils sont légalement mariés. En cas de concubinage, elle n'a rien à dire. Elle avale juste. Alors, il y a un téléspectateur qui dit, il revient un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez de contribution à l'éducation pour le père. Il demandait quelle est celle de la mère, parlant de contribution. Si c'est le père qui garde l'enfant, il peut solliciter une pension alimentaire si la mère... De la part de la mère, il peut solliciter un homme... Oui, ça arrive. Mais c'est très rare. Bah ouais, c'est un peu que c'est rare. Je me souviens d'un monsieur qui a pas obtenu 400 000 francs. Hein. De la mère? De la mère. Ok. Mais dans quel cas ça se fait? Bon, je me souviens de ces... Mais ce n'était pas mon dossier, je l'avais connu en délibération. Le dossier a été vidé, donc je peux en parler. Je crois que le monsieur avait contribué aux études de son épouse. Oui. Il s'était marié et elle avait eu de très grands postes. Et le monsieur est tombé malade, je crois. Donc il a dû rester à la maison. Il est resté à s'occuper des enfants. Donc les enfants étaient beaucoup plus attachés à leur père qu'à leur mère qui était toujours entre 2 ou 3 avions. Et les enfants ont voulu rester avec le père. Et le père a sollicité que son ex-épouse verse une pension alimentaire. Oui. D'accord. Okay. Et elle a versé une pension de 400 000. Et ça avait fait les choux gras au tribunal. Vous devez en voir des cas, en tout cas, au tribunal. Mais là, un homme a le droit de solliciter une pension alimentaire, bien entendu. Alors, dites-nous, on parle des investissements maintenant. Vous semblez, justement, c'est le point c'est même d'ailleurs par là que vous avez démarré en exhortant les femmes à limiter la durée du concubinage. Qu'advient-il des investissements faits par le couple pendant la période de concubinage? C'est vraiment sur ce point névralgique que se tient mon opposition au long concubinage. Parce que quand vous restez longtemps avec quelqu'un, les habitudes s'installent et vous commencez à vouloir investir. Vous avez des projets d'avenir. Vous commencez à dire, on va s'acheter de la location, il faut qu'on aille investir. Mais maintenant, quand vous investissez, alors qu'aucune loi ne vous protège, il faut faire les choses proprement. C'est-à-dire, n'allez pas investir sur le terrain de votre concubin ou concubine. Je vois des hommes qui vont investir sur le terrain de la mère de leur concubine. En cas de séparation, vous n'allez pas aller déraciner la maison et dire que je pars avec la maison. La maison va rester sur le terrain de sa mère et elles vont bénéficier. Et son futur amant viendra bien ronfler dans la maison que vous avez bâtie. Donc, évitez de faire ce genre d'investissement quand vous n'êtes pas marié, comme des femmes qui vont bâtir la maison sur le terrain du conjoint. Ah non, moi j'ai le terrain déjà, hein, chérie. Viens seulement construire. Le coucher tu vas te tuer à payer un terrain là. Le terrain est déjà là. Ah oui, oh, chérie, tu as raison. On est là, on construit, on fait les studios. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais quand la mort arrive... Ou juste une séparation. Juste une séparation. Ah, sur le terrain de mon grand-père. Voilà le titre foncier. Ton nom est ici? Non. Ah, mais j'ai bâti. Où sont les preuves? Et généralement, c'est grave. Vous n'allez pas investir avec quelqu'un, vous avez quelqu'un par exemple depuis 5 ans, 6 ans, regardez les reçus du camion de briques, du camion de sable que vous avez payé. Donc, comment est-ce que vous allez prouver, si vous n'avez gardé aucun document, que ces maisons, c'est vous qui les avez bâties? Parce que au bout de 5 ans, 6 ans, vous n'avez pas gardé le reçu que, oh, j'ai donné à Souleymane pour qu'il me tape 50 briques. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai payé le camion de sable, c'est moi qui ai payé les carreaux juste là à Dubaï. Les femmes ne gardent pas ça, surtout quand elles sont amoureuses. Elles ne le font pas. Maintenant, en cas de litige, de séparation, il y a des hommes qui se retrouvent comme ça,
avec une maison, parce que c'était sur son terrain. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien vous investissez à deux. Le monsieur a un projet, par exemple, de restauration, vous investissez 50-50. Mais vous, par exemple, vous travaillez et le monsieur laisse, par exemple, sa petite soeur ou son petit frère gérer le restaurant. Pendant que vous êtes au travail, il est déjà arrivé d'être devant des situations où le partenaire qui gère le bien ou lequel vous avez investi à deux modifie les papiers. Donc vous n'allez pas les vérifier tous les matins que, est-ce que les papiers là sont toujours à mon nom. Vous voyez le restaurant, on fait le compte rendu, mais les papiers sont déjà modifiés, ils sont déjà. Et donc, qu'est-ce qui serait idéal? Parce qu'en même temps, je suppose que certaines femmes se disent je ne vais pas investir en cachette, ou alors certains hommes, hein, en tout cas les concubins, chacun se dit de son côté je ne vais pas investir en cachette. Mariez-vous. D'accord. Donc, la seule solution, c'est le mariage ou alors garder les reçus, c'est ça? Oui, soit vous gardez les reçus, Les preuves. les preuves, et chaque bien personnel n'appartient qu'à la personne qui a fait l'investissement. Et dans le cas, par exemple, dans le cas que vous avez pris, le terrain appartient au grand-père ou, je sais pas, appartient à l'homme et les investissements sur le terrain appartiennent à la femme, comment on gère Je ne vous raconte pas la guerre judiciaire que cela entraîne. D'accord. Surtout si la femme n'a pas de preuves. Généralement, elle peut être déboutée. Hein. Elle peut ne pas, ça, le monde peut ne pas prospérer. Si elle n'a pas de preuves palpantes, nous pouvons vraiment attester que les biens, les investissements faits sur le terrain du dit grand-père sont de sa poche. Il va toujours dire que, oh non, moi aussi j'ai participé. Elle a seulement donné 5 millions. On a déjà eu des cas comme ça. Elle a seulement donné 5 millions. Oh, j'ai donné 10 millions. Où est la preuve? Ah, mais je t'avais donné ça. Non, tu m'as fait signer un reçu. Parce que vous êtes sur le lit. Ah, chérie, il faut payer le camion de ça. Ouais. Ah, bébé. D'accord. Fini. On a une téléspectatrice. Bonjour, je m'appelle Di Blum. Je veux la garde de ma fille. La grand-mère nie toutes dépenses que j'ai effectuées sur elle. Alors, je suppose que c'est un homme. La grand-mère nie toutes les dépenses que j'ai effectuées sur elle et ne veut pas me donner l'enfant qui a 7 ans. S'il vous plaît, que dois-je faire? C'est vrai que son cas n'est pas très clair. On ne sait pas comment ça s'est passé, où est la mère de l'enfant, puisqu'il parle de grand-mère. Peut-être un conseil, je ne sais pas si vous pouvez... Si, peut-être la mère est décédée. Hein. Dans ce cas-là, c'est la grand-mère. Quand vous voulez la garde de votre enfant, ou vous voulez obtenir une pension alimentaire, ou vous voulez récuser une pension alimentaire, c'est simple. Vous saisissez le tribunal. Vous faites une requête auprès du président du tribunal de première instance de votre lieu de résidence, tout simplement. Et comme il écrit là, il joint l'acte de naissance de l'enfant, il met ses coordonnées, les coordonnées de la grand-mère ou de la mère. Et Là, il ouvre un dossier carrément. Oui, niveau tout du tribunal, simplement. Voilà. Donc, juste Tout simplement. préciser, avec la complicité de la réalisation, qu'il y a un numéro, bien sûr, pour joindre le docteur, le maître, pour joindre, pardon, Madame Linda, bien sûr, hors antenne, et pour des cas privés ou alors des conseils en privé. Le numéro va s'afficher tout à l'heure en même temps que son nom. Je rappelle que c'est donc Madame Linda, Madame le juge Linda, substitut du procureur général, précédemment juge à la chambre matrimoniale. Pour finir, est-ce que un jour vous pensez que le législateur gabonais pensera à légaliser ou alors à trouver une forme de légalisation du concubinage? Est-ce que vous militeriez pour ça? ça, c'est une grande question. Non. Non. Parce que moi, je suis déjà monogame. Je suis pour la monogamie. Je suis chrétienne. Et si on légalise le concubinage, ça veut dire que quelqu'un peut être marié avec vous et vivre avec une autre femme et légaliser. C'est-à-dire que c'est la porte ouverte à tout. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, c'est très compliqué de faire comprendre à une femme mariée qu'un enfant adultérin ait les mêmes droits que ses enfants. Donc, si votre mari, en étant toujours marié avec vous, va vivre en concubinage avec une autre femme et légalise cette union, vous vous trouvez maintenant avec une coépouse, enfin, guillemets, coépouse ou concubinage, je ne sais pas comment on va déterminer ça. C'est beaucoup de complications. Moi, je pense simplement que les hommes doivent prendre leurs responsabilités et épouser leur concubine, leur conjointe qui vivent avec eux, qui portent leur peine, leur souffrance. Et
Voilà, c'est tout simplement Qui ça. sont déjà des épouses au quotidien. Voilà, qui leur donnent les privilèges d'époux alors qu'ils ne les ont pas amenés devant le maire. Quand une femme vit avec un monsieur, vous pensez qu'elle ne va pas lui faire à manger? Elle va lui faire à manger, elle va laver son linge, elle va élever ses enfants, elle va accomplir le devoir conjugal. D'ailleurs, au Gabon, c'est très courant qu'il la présente comme ma femme. Voilà. Oui, mais moi, ça me choque quand même quand on va jusqu'à 20 ans, 30 ans. À la limite, ce que le législateur pourrait faire, à la limite, ce qu'il pourrait faire, c'est qu'au bout de 10 ans de concubinage, faire une sorte de pax. Peut-être pour... Voilà, pour protéger au moins les investissements faits lors du concubinage. D'accord. C'est-à-dire au moins qu'il y ait une communauté. Parce que le concubinage n'autorise aucune communauté des biens à l'heure actuelle. Si il y a un aspect du concubinage qui peut être modifié, c'est le patrimoine. La communauté des biens, lorsque nous vivons ensemble, soit c'est l'indivision, soit c'est la séparation des biens, mais qu'il y ait des dispositions qui régissent le patrimoine entre concubins. Ça, ce serait intéressant, à mon sens. D'accord, merci beaucoup, Madame le juge, d'avoir été moi. sur notre plateau. C'était un débat très intéressant. Vous revenez quand vous voulez. Je suis d'ailleurs sûre qu'on vous appellera très bientôt pour des sujets tout aussi importants que celui d'aujourd'hui. Le débat se poursuit, bien sûr, et l'émission L'Entre-deux également. Tout de suite, c'est le geste quotidien. On parle du sommeil. Combien d'heures par jour il faut dormir, surtout comment faire bénéficier notre organisme véritablement de ce repos-là. On regarde. Le sommeil est un élément essentiel du bien-être et la quantité ainsi que le temps de sommeil impactent sur notre état de santé physique et psychologique. Avoir un bon sommeil participe à notre bien-être. Une mauvaise nuit de sommeil, par exemple, a des répercussions sur notre journée. Et si les troubles de sommeil sont fréquents, ils peuvent avoir des conséquences sur notre santé. Le corps est réglé en fonction d'une horloge interne déterminée par l'hypothalamus, selon des spécialistes. L'horloge interne est par exemple fonction de la luminosité et peut varier et se résynchroniser en fonction de la vie sociale. Un trop grand déséquilibre entre cette horloge interne et le mode jour et nuit peut engendrer des risques chez les personnes de tout âge. Il est donc important de la respecter. La durée idéale de sommeil est celle qui permet de se sentir reposé et d'occuper sa journée sans la moindre fatigue. La durée de sommeil est de 7 à 8 heures environ, mais peut varier pour certains individus à 4 heures de sommeil et pour d'autres à 9 heures ou 10 heures, voire davantage. Les critères pour évaluer un nombre d'heures de sommeil satisfaisant sont de ne pas être fatigué et épuisé, d'être attentif, de réussir à se concentrer, de mener une activité normale et de ne pas connaître de période de somnolence au cours de la journée. Mais sachez aussi qu'une nuit de sommeil trop courte peut avoir des répercussions néfastes, notamment au niveau cardiovasculaire. Petite astuce pour avoir une bonne nuit de sommeil, évitez certaines activités qui décalent l'horloge biologique, comme par exemple les activités liées à l'écran. Les sorties tardives et répétées retardent également l'horloge interne. Voilà, c'était pour le geste quotidien. Le thème du jour, combien de temps selon vous devrait durer le concubinage avant le mariage? Vous êtes nombreux à nous écrire. Ferry Melvino Minto nous écrit depuis Bitam. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui pourra causer le divorce dans un couple qui a été bien construit dès le départ? Quels sont les droits d'un père? C'est un téléspectateur qui nous demande cela. Bonjour, je vis avec un homme, ça fait 16 années. Il ne m'a jamais présenté. Je pense que vous avez suivi les exhortations, je préfère appeler ça ainsi, de Madame le juge qui était là tout à l'heure. Je suis le grand-père de l'enfant et mon fils qui est le père de cet enfant ne travaille pas encore. Que doit-on faire ? Vu que la mère de l'enfant fait pression alors que mon fils envoie de l'argent et des habits quand il en a, je pense qu'il faudra peut-être vous rapprocher. Le numéro, on essaiera de vous le communiquer encore pour la fin de l'émission. Vous pourrez la joindre de façon privée, voilà, hors de l'émission. Bonjour, c'est la pension de l'enfant. La pension de l'enfant par mois s'élève à combien? Je pense que Madame le juge a répondu à cette question-là. Nous accueillons à présent Irène Dembe. Nous sommes dans la rubrique Comme à l'école.
Comme à l'école aujourd'hui, nous parle de la sécurité des enfants en automobile. On voit beaucoup de parents, que ce fût dans des taxis ou alors qui sont au volant de voiture, leur propre ceinture de sécurité est bien amarrée, bien attachée, mais les enfants sont donc voilà, comme ça dans le véhicule, parfois debout, parfois même juste à côté du chauffeur, donc des passagers sans sécurité. Aujourd'hui, Irène Dembé nous en parle. Bonjour Irène. Bonjour Blanche. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Alors avant, moi ça va très bien. Avant donc de parler de la sécurité des enfants, je voudrais avoir votre avis, vous savez que j'y tiens toujours. Sur la question du concubinage. Alors je dirais que les torts sont partagés. C'est vrai qu'on jette la pierre à l'homme, mais il y a des femmes également qui sont un peu responsables de la situation, ce n'est pas méchant de le dire, dans laquelle elles se trouvent. Ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on est une femme, et je vais me mettre dans la posture, continuellement, je me mettrai dans la posture de cette femme africaine qui a des valeurs à défendre. Alors, il y a des femmes qui prennent la décision de s'installer chez les hommes sans y avoir été invitées. Petit à petit, on fait son sac. Aujourd'hui, c'est un vêtement. Demain, c'en est un autre. Et vous êtes face à un homme qui est peut-être un peu gêné de vous dire que eh bien, vous êtes installé sans y avoir été invité. Et cela fait qu'on se retrouve avec un partenaire qu'on n'a pas véritablement invité dans sa maison et que pour ne pas frustrer la partenaire, bon, on cohabite. Et puis, il faut dire qu'il y a des fondamentaux en termes de mariage. Il y a une éducation et certaines femmes pêchent par leur attitude, c'est parce qu'elles se comportent d'une certaine façon que les hommes tardent à se décider. Pourquoi ils ne la libèrent pas, tout simplement? Justement, l'idéal, ce serait de la libérer, ce serait beaucoup plus intéressant pour elle. Mais il faut dire que le mariage, c'est véritablement une éducation. La question étant de savoir jusqu'à quand peut durer le concubinage, en principe, pas plus de 3 ans tout de même. Ouais. Pas plus de 3 ans pour le concubinage. Et puis, en matière de mariage, pour éviter d'aboutir, que cela n'aboutisse à un divorce, il y a quand même des fondamentaux. Est-ce que je suis préparée pour le mariage? Est-ce que je sais que c'est un engagement et qu'il y a véritablement des choses à faire? Est-ce que nous avons des valeurs communes? Est-ce que nous n'allons pas plus tard découvrir des choses cachées? Parce qu'en matière d'union, il y a aussi la transparence. Prenez le temps de vous asseoir et de dire chacun à l'autre ce qui compte véritablement pour vous. Donc surtout pour éviter les surprises désagréables après l'union. Donc en fait, c'est savoir pourquoi est-ce qu'on se marie véritablement. Pourquoi on se marie, quel est le sens de l'union que nous allons... voilà, nous sommes ensemble pour une union, quel est le sens de notre vie à deux, de notre cohabitation? Est-ce que nous sommes véritablement sérieux? Le mariage est synonyme de maturité. On ne se marie pas pour... se séparer bien après. C'est peut-être pour cette raison que certaines personnes, en observant le comportement de l'autre, se demandent si réellement il faut sauter le pas pour voilà, ne pas avoir des regrets. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une histoire, une affaire véritablement sérieuse, le mariage. Mais tout de même, si on n'a pas envie de concrétiser, il faut libérer. Voilà, il faut libérer l'autre. Et cherchant peut-être l'âme sœur. Voilà, bien sûr. Alors, pour en revenir à la sécurité des enfants en automobile ou en voiture. Voilà, c'est une question véritablement essentielle, la sécurité des enfants en voiture. Lorsqu'on a des enfants dans un véhicule, il faut vraiment prendre des précautions. Ce sont des règles qu'il ne faut pas prendre à la légère et nous allons nous conformer à ce que prescrit le code de la route en la matière. Alors, d'une manière générale, s'agissant de véhicules, d'occupants, il faut dire que pour le conducteur, le port de la ceinture de sécurité, tout comme pour les passagers, ce port de ceinture est obligatoire pour les passagers qui sont à l'avant du véhicule, mais également pour les passagers qui sont à l'arrière du véhicule. Maintenant, puisque nous parlons d'enfants, il y a tout de même, vous le voyez en visuel, des mesures particulières à prendre. Les enfants ne doivent pas s'asseoir sur le siège passager avant. C'est ce qu'il faut retenir. Et pour les enfants et les nouveau-nés, il y a une protection particulière. Ils ont besoin d'une protection adaptée. Et là, on parle du siège auto que nous allons avoir en visuel. Vous l'avez là, Blanche, en visuel. Il est indispensable pour garantir la sécurité des enfants. Alors, parlons de ce siège auto. Il y en a de plusieurs types. Vous avez le siège pour bébé de la naissance jusqu'à 10 kg. Vous avez le siège pour les enfants à partir de 10 kg. Vous avez le siège d'appoint qui permet de bien surélever l'enfant pour placer convenablement la ceinture de sécurité. Alors, il faut bien choisir ce siège auto qui doit être adapté au poids
et à l'âge de l'enfant. Ne trichez pas. Certains parents pensent qu'il est utile de prendre un siège un peu plus grand pour le garder beaucoup plus longtemps. Et là, vous mettez en péril la sécurité de l'enfant. Il faut véritablement que le siège soit adapté au poids et à l'âge de l'enfant. Maintenant, nous allons donner un certain nombre, on va dire, de conseils. Ce qu'il faut absolument savoir lorsqu'on est en automobile avec des enfants, il y a des normes en termes de sécurité. Alors, dans le véhicule, les objets doivent être bien rangés. Pas d'objets pêle-mêle sur le tableau de bord, pas d'objets également sur les sièges, parce qu'en cas d'impact, en cas de choc, ces objets peuvent devenir des projectiles dangereux et mettre à mal la sécurité de l'enfant. Et la ceinture, il faut bien placer la ceinture de sécurité de l'enfant au milieu de l'épaule, sur la clavicule et sur la hanche. Il faut bien attacher les enfants en voiture, même s'il s'agit d'un trajet qui n'est pas très lent, il faut toujours bien attacher les enfants parce qu'on ne sait jamais à quel moment. Le pire, c'est qu'il y en a qui s'attachent, eux, et qui survient quelque chose de désagréable. Donc, un accident peut survenir, même si vous avez décidé de vous déplacer sur oui, on peut aller vider la poubelle et puis il y a un chien qui traverse la route de façon imprudente, un coup de frein et puis c'est l'enfant qui valse à travers la Voilà, alors comment placer les enfants à l'arrière d'un véhicule Lorsque vous placez les enfants, ne prenez pas une ceinture de sécurité pour attacher deux enfants. Les deux ou les trois. Chacun à sa place, c'est véritablement ce qu'il faut dire. Et puis, puisque vous êtes en automobile avec des enfants, évitez les distractions. Ils sont bien attachés à leur siège auto. Vous êtes le conducteur et même si les enfants se mettent à chanter, à crier, le rétroviseur n'est pas utilisé pour regarder ce que font les enfants. Ils sont bien attachés. Il faut conduire avec beaucoup de prudence. Vous êtes sur la route, vous avez des enfants à bord. Donc prudence, prudence. Occupez-vous de bien conduire pour amener les enfants à destination sans qu'il y ait de dommages. Alors ne jamais laisser, et c'est véritablement une règle importante, un enfant seul à bord d'un véhicule. Même si vous avez une course à faire, quelque chose qui ne prendra que 5 minutes, ne prenez pas le risque de laisser avec votre enfant tout seul à l'arrière du véhicule. Donc c'est ce que nous avions en matière de sécurité s'agissant des enfants. C'est ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Prudence, prudence, la sécurité des enfants avant tout. La vôtre également en tant que conducteur, bien sûr. Celle des enfants aussi. Merci beaucoup Irène, merci pour ces conseils. J'espère qu'ils ont été nombreux et elles également ont été nombreuses à vous écouter. J'espère qu'elles mettront, toutes les personnes qui nous ont suivis, ces conseils en pratique. La sécurité des enfants à bord est très, très, très importante. Pensez à la vôtre, mais bien sûr, pensez également à celle des enfants, même en taxi, parce que là, on parlait, les personnes... Nous avons dit que les enfants ne devaient pas aller ne montez pas à l'avant avec un enfant. Pensez à bien le tenir. Il n'y a peut-être pas de ceinture de sécurité dans le taxi, mais si vous vous asseyez avec l'enfant sur vos genoux, pensez à toujours passer un bras autour de l'enfant pour le protéger en cas de choc. Merci beaucoup Irène, on vous retrouve demain. On sait de quoi on parlera? Oui, demain nous allons parler du sens critique. Comment développer son sens critique? Cela intéresse tout le monde, pas seulement ceux qui font des études, de longues études, mais tout le monde peut à un moment donné être à mesure d'analyser, confronté à une situation. Et là, il faut analyser, il faut peser le pour et le contre. Et pour cela, on a besoin d'avoir un sens critique bien aiguisé. Voilà, merci Irène. Soyez donc au rendez-vous demain pour Comme à l'école. On parlera donc de ce sens critique-là. Pour le moment, place à l'instant LOL. C'est une vidéo que nous avons retrouvée pour vous qui nous a beaucoup intrigués. Je pense que c'est mieux que vous regardiez et puis on va débriefer juste derrière.
Voilà, je ne sais pas quelle explication vous avez pu donner à cette vidéo. Moi, je n'ai pas trouvé d'explication, j'ai juste pu dire lol. Vous avez été nombreux à réagir aujourd'hui au cours de cette émission, entre deux, nombreux à nous envoyer des SMS, des WhatsApp. Vous avez également réagi via le groupe WhatsApp de l'émission et via la page Facebook. Donc, juste pour vous dire, l'émission est terminée, mais le débat se poursuit sur notre page Facebook. Vous pouvez revivre l'émission lorsqu'il sera minuit, passer de quelques minutes, 30 minutes par là sur Gabon Première et nous retrouver dans le replay bien sûr sur la chaîne YouTube de l'émission L'Entre-deux officiel. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 13h45 pour un nouveau débat et toujours plus de divertissement. Au revoir.